Ah, ça y est. Donc là, on attend 10 secondes, c'est ça? Oui, ça devrait démarrer. Bah, c'est parti. Il y a des gens qui se connectent. Voilà. Ben, on y va. Bonjour. 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 Bonjour, bonjour. Je sais pas où tu vois les participants. Dans le chat. Voilà. Dans le chat. Ah oui, 19, ok. J'ai vu. Bon, on y va. Bonjour tout le monde, vous nous entendez bien? Si personne ne lève la main dans le chat. Non, pour répondre à Mohamed qu'on attendait encore quelques secondes avant que tout le monde se connecte, vu qu'il y a quelques participants, on va pouvoir commencer. Je vous rappelle le timing de ce webinar, donc, qui est sur 45 minutes, donc, qui va vous présenter le futur des SIHA, les 3 tendances issues de l'Observatoire Sirius. Donc, on a un timing avec une introduction de 5 minutes. On va avoir des présentations qui tournent autour de 3 grandes questions, 3 grands thèmes sur 30 minutes, et on gardera un temps de questions-réponses de 15 minutes à la fin de 10 minutes, excusez-moi, à la fin de notre webinaire. Donc, je suis accompagné dans l'exercice du jour par François Constant, qui va se présenter après. Donc, je n'en dis pas trop. Et Anthony Angers, que je remercie tous les deux de me suivre. Voilà. Donc, pour vous donner un peu plus d'éléments, donc François est co-directeur de la chaire Achat et Innovation Digitale d'Audencia. Et Anthony est directeur des achats de groupe Europe Snack. Il est aussi vice-président au Sénat Bretagne. Et pour ma part, je suis directeur au sein de la BU Achat d'Actis Consultant. Sur le déroulé de notre webinaire, on aura une première partie qui sera sur la présentation synthétique des 3 tendances issues de l'Observatoire. Après, un focus sur les raisons d'être de l'Observatoire, qui sera présenté par François. Pour ma part, je vous ferai aussi un retour sur l'environnement technologique qu'on a pu détailler autour de ces solutions. Et Anthony fera une partie sur l'intérêt de l'Observatoire Sirius pour les acheteurs. Et puis, on fera une petite conclusion avant la séance de questions-réponses. Voilà. Ben, lançons-nous directement. François. Okay. Très bien, bonjour à tous. Écoutez, on va démarrer par une très brève présentation de Sirius. Donc Sirius, c'est notre observatoire, le nom de notre observatoire qui est né d'une collaboration entre Audencia, qui est une école de management, et puis Axis Consultant. Alors dans ce projet, on a été très vite rejoint par Cyrenac, Patrick Chaban, qui n'est pas là aujourd'hui. Et en fait, le constat premier de cette équipe était qu'il fallait clarifier un peu le marché des SIHA pour les acheteurs. Donc notre but ultime, c'est vraiment de servir les acheteurs et les directeurs achats pour clarifier le marché des SIHA. Pourquoi on a ce besoin-là? Différentes raisons, différentes motivations. Déjà, on a une offre de SIHA qui est extrêmement variée, pléthorique même, on peut dire, en France, en Europe et aussi à l'échelle de la planète. De nouvelles technologies arrivent, comme l'IA, des nouvelles fonctionnalités. Les acheteurs aussi sont confrontés à des multitudes de données de plus en plus nombreuses, alors des données pas forcément qualitatives, toujours besoin d'augmenter la qualité de leurs données, la quantité de leurs données manipulées, mais ça c'est une grosse tendance. Et puis aussi on a l'émergence du tout mobile. Voilà, donc c'est 4 motivations principales. Facilite, on fait apparaître un besoin de clarifier le marché des SIHA.
Voilà, d'où la naissance de Sirius, qu'on va vous présenter un peu plus en détail tout à l'heure, mais j'arrête là pour le moment. Merci François pour cette introduction. Donc rapidement pour nous présenter, donc comme je vous le disais, moi je suis directeur au sein de la BEHA d'Axis Consultant, qui est un cabinet de conseil en management en transformation digitale, où il y a 5 grandes thématiques d'activité: les achats, la finance, le digital marketing, le commerce, la gestion de la donnée et tout ce qui est l'accompagnement au changement et à la transformation. On est environ 240. On est toujours un peu à se densifier. Les chiffres augmentent, le compteur tourne, donc c'est tant mieux. Et voilà, on a un beau volume d'activité. Nous sommes basés à Paris, nous sommes indépendants. Nous avons 2 filiales, une qui fait du travel and expense, donc Axis Odyssey, donc gestion des notes de frais de déplacement, et une autre, Neosite, qui est spécialisée autour d'SAP et de tous les projets SAP en général, avec une zone d'adhérence sur Ariba entre nous, achats, et eux, SAP. Voilà. On a mis nos assets, c'est qu'on a une université Axis, qui est un organisme de formation, et un Labia, qui nous permettent aussi d'avoir du travail d'accompagnement après nos projets, ou pour le Labia, de travailler en amont des projets pour lancer des initiatives. Je vais passer la parole à François. Oui, alors pour Audencia, bon, c'est une école de management. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Audencia, au moins de nom. On a plus de 6 000 étudiants par an. Et ce qui n'est pas écrit sur ce slide et qui peut intéresser l'audience éventuellement, c'est on a 4 formations achats. Alors, on a un executive master en achat, en supply chain. On a une formation d'alternance, achat et supply chain également. Et on a 2 masters internationaux qui sont aussi l'un plus côté supply et l'autre achat, qui permettent aussi d'alimenter le marché du travail et de l'emploi en étudiants, en jeunes professionnels formés dans nos murs. Je vais passer la parole à Anthony. Très bien, merci. Bonjour à tous. Alors, comme l'a exprimé tout à l'heure Maxime, je vais parler avec 2 casquettes. Une première en tant que directeur achat groupe Europe Snack et l'autre en fait en tant que vice-président du Sénat Bretagne, et donc en représentant le Sénat. Donc Europe Snack, donc c'est un groupe qui a été fondé il y a un peu plus de 30 ans, qui est spécialisé dans les produits de snacks salés pour les marques distributeurs de manière exclusive. C'est un groupe qui aujourd'hui fait à peu près 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2000 employés, et on opère sur 3 pays, France qui est le berceau d'origine, l'Angleterre et également l'Espagne où je suis actuellement. On a une 50aine de clients. Évidemment, on a les distributeurs classiques que vous connaissez tous, chez qui vous allez faire vos courses, et également des industriels qui sous-traitent chez nous. Donc, nos produits, ce sont des produits plaisir, apéritifs notamment, des chips, des tortillas, on a même du popcorn également, des crackers, voilà, une gamme assez large et variée. Et on est un groupe, pour faire très simple, en fait, qui a une très très bonne dynamique sur un marché en très forte croissance. Je passe à la slide suivante. Merci. Donc oui, là, je change de casquette, donc là plutôt mon mandat associatif. Donc le Conseil national des achats, pour faire très rapide, donc c'est une association, c'est l'association de référence des achats en France, avec un réseau de plus de 18 000 professionnels des achats, qu'ils proviennent de grands groupes, de PME, de TI, de start-up, du privé, du public. On a un mélange, une vraie représentativité de la fonction de manière transverse. On organise énormément d'événements en région, sur Paris, des webconf, des achat lab, des clubs de directeurs achats, il y a pas mal de choses. Et l'actualité, c'est que nous avons notre université des achats qui démarre lundi prochain, avec comme thème l'humain au cœur des achats. Donc vous êtes tous cordialement invités à vous inscrire et participer. On aura une journée en physique et également 4 jours en fait en digital sur des thématiques extrêmement larges, sur le risk management, sur le digital, sur beaucoup de sujets. Je passe assez vite. En fait, ce qu'il faut retenir quand même du Sénat, c'est qu'on est co-créateur et on anime la gouvernance en fait sur le label relations fournisseurs et achats responsables, et également de la charte qui va avec. Et nous avons également des publications de presse spécialisées dans les achats. Donc, comme mentionné par Anthony, on a eu la chance de passer avant les universités des achats qui vous auraient peut-être tous mobilisés la semaine prochaine. Donc, ça tombe bien, comme ça on a votre attention pour aujourd'hui. Je vais me permettre de vous faire
rapide synthèse des trois tendances qu'on a constatées sur le baromètre 2021-2022. Parce que je pense que ça fait partie des choses intéressantes qui sont issues de l'Observatoire Sirius. La première tendance, c'est la collaboration. Parmi l'ensemble ou une part importante des éditeurs qu'on a analysés, ils sont nombreux à avoir des stratégies de partenariat qui leur permettent d'avoir, s'ils ont une vocation à avoir une couverture fonctionnelle un peu plus réduite dans leur business model, de souhaiter quand même pour leurs clients de proposer une couverture plus large. Voilà, donc via les partenariats. Donc c'est un peu l'adage éculé mais toujours vrai de tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc c'est sûr je pense que vous avez sûrement vu dans ces solutions-là, on les citera progressivement. On a par exemple un Market Dojo qui est allié avec Parangusta, un Archlet qui est allié avec Parangusta. Ils font pas du tout les mêmes métiers, mais ils veulent proposer à leurs clients des connecteurs sur certaines des solutions pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans la couverture qu'ils font. Le pragmatisme, autre tendance qui est issue de cette analyse, là pour le coup, ils nous ont tous dit la RPA, l'IA, oui, on est comme tout le monde, c'est des choses qu'on regarde avec envie, avec passion, mais pour autant, c'est pas l'utilisation quotidienne de nos solutions. Ça fait partie des développements, mais ce sur quoi ils sont concentrés, c'est vraiment la facilité d'intégration et la facilité d'usage. Donc on en parlera un peu plus loin dans le webinaire, l'UX et l'UI, et qui pour eux sont vraiment les axes de développement les plus forts de leurs solutions, alors que ce sont quand même des éditeurs qui sont tous des éditeurs récents. Ils ont, pour la grande majorité d'entre eux, moins de 10 ans d'existence. Ils sont tous nés dans un modèle SaaS, ils sont tous des digital natives, si on devait les comparer à des humains. Et ils se concentrent quand même là-dessus plus que sur l'IA et l'RPA. Et la dernière tendance, assez importante aussi, c'est l'adaptation. Voilà. Ils savent très bien que leur outil a, pour atteindre la couverture des besoins que vous avez en tant qu'utilisateur, acheteur de solutions SIHA, a besoin de pouvoir s'adapter rapidement à un environnement qui évolue, tant au niveau réglementaire. Donc, cette évolution-là, il faut savoir la gérer très rapidement. D'où les modèles SaaS. Donc, effectivement, toutes ces solutions sont distribuées en SaaS. Et puis aussi des approches en termes de delivery projet qui sont plus sur de l'agilité, voire du développement continu pour certains, parce qu'ils savent qu'il faut aller très très vite. Voilà. Donc ça, c'était les trois grandes tendances. On va revenir sur ces éléments-là de manière un peu diffuse dans le webinaire, mais c'était pour vous donner quand même ce premier regard. Et je vais laisser François vous présenter un peu la suite. Merci Maxime. Voilà, alors on va parler un peu des origines du projet, des origines de Sirius, qui vise à répondre à une question, comment se repérer dans la jungle des SIHA. Ça, c'était un peu notre premier titre il y a 3 ans, puisqu'on a démarré en 2019. On a tous besoin d'une boussole, et les marins disent toujours il faut une boussole ou un GPS pour s'orienter en mer. Voilà, c'est un peu pareil. Les acheteurs nous ont dit, c'est un constat assez commun, on a besoin de s'orienter dans cet univers des SIHA, on est un peu perdu. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a souhaité créer Sirius. Voilà, si Maxime, tu peux passer sur la slide suivante. Maxime, tu as une question, je crois, à me poser. Oui, ça, c'était le timing. Est-ce que François, tu peux nous préciser en quoi le baromètre de l'Observatoire Sirius, donc modèle, est différent des autres modèles d'analyse des SIHA qu'on peut trouver sur le marché? Oui, Maxime, je peux répondre à cette question, pas de problème. Donc voilà, le baromètre Sirius, on l'a souhaité différent des baromètres existants. Alors le baromètre existant, vous avez sûrement vu des matrices 2 par 2, les quadrantes, comme on les appelle, assez réputées, qui classifient les systèmes d'information achat. C'est la presse professionnelle qui abreuve un petit peu de ces nouveaux modèles. Avec une problématique certaine, c'est que ces modèles sont assez opaques d'abord,
Et on a estimé qu'il comparait des choses et des systèmes qui étaient assez peu comparables. Des petits éditeurs avec des grosses suites, des gros éditeurs, des éditeurs qui n'étaient pas forcément positionnés sur les mêmes portions du marché. Donc avec ce constat, on s'est dit il faut absolument qu'on ait quelque chose de beaucoup plus objectif, c'est-à-dire transparent et qui apporte une connaissance qui est basée sur de la collecte de données sur les différentes solutions et de multiples sources, pas seulement des éditeurs eux-mêmes. Ça, c'est une différence de notre baromètre. Le fait qu'il soit durable, je pense que c'est aussi une caractéristique des autres, mais en tout cas, nous, on souhaite s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire que là, c'est la première édition qu'on a faite en 2021-2022. On a aussi l'intention de poursuivre. On vous parlera à la fin de ce webinaire des étapes futures. Et donc, être durable, avoir un angle de vue objectif, tout en connaissant notre capacité à aller interviewer les éditeurs, mais aussi à révéler les atouts, les limites et les contraintes des solutions répertoriées en toute transparence. C'est notre positionnement. Et puis aussi faire quelque chose de lisible, en tout cas compréhensible pour les acheteurs. Ce ne sera pas du langage technique, ce sera du langage qui sera audible par les décideurs achats, soit pour une notion d'investir dans un SI achat, soit pour apprendre et augmenter son niveau de connaissance sur ce sujet. Donc voilà l'originalité du modèle de Sirius tel qu'on l'a pensé. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail de ce modèle, alors c'est un modèle, c'est-à-dire comment on l'a imaginé. On a d'abord pensé que un système d'information achat doit être performant pour un département achat, pour un service achat. Performant dans le sens qu'il doit avoir des possibilités étendues, des possibilités techniques, opérationnelles étendues. Un système doit être innovant, c'est-à-dire il doit inclure ou héberger les plus récentes innovations. Et enfin, et surtout, même je dirais, il doit être facile d'utilisation. Donc c'est pour ça qu'on a défini ce modèle en 3 grands axes, en 3 grandes dimensions. Vous pouvez voir en bas à droite de ce slide, là où on a la couverture fonctionnelle, donc ça reflète les fonctionnalités de l'outil, du système, par rapport à un processus achat avec différentes étapes, du SRM jusqu'au suivi des contrats. Et deuxième dimension, la stratégie technologique, donc le niveau d'innovation du système d'information. Est-ce qu'il y a de l'IA ou pas? Est-ce qu'il y a du RPA ou pas dans le système? Et enfin, la facilité d'usage, là qui se décline en aussi plusieurs sous-sujets. La capacité d'intégration du système dans un environnement existant, par exemple SAP, mais aussi l'interface d'utilisation quotidienne. Les acheteurs, est-ce qu'ils apprécient utiliser ce système ou pas, et ça va déterminer beaucoup l'adoption, le niveau d'adoption de l'outil dans les services achats. On a tous vécu sûrement, en tout cas, moi je l'ai vécu, un bel investissement dans un système qui est pas utilisé parce que les acheteurs considèrent que Excel c'est plus facile à utiliser, c'est plus rapide. Voilà, donc la facilité d'usage, l'expérience utilisateur, Maxime va en reparler tout à l'heure, c'est un point critique dans notre évaluation des systèmes. Alors cette année, 2021-2022, l'année qui vient de passer, on s'est concentré sur 12 éditeurs. Vous voyez les petits logos là sur le site aussi. Ce sont des solutions qui faisaient partie de notre observatoire l'année dernière. Et c'est de cette étude-là qu'on va tirer un certain nombre de conclusions là dans ce webinaire. Je ne sais pas si on peut faire un appel à des questions, Maxime, tout de suite, ou si on laisse les questions pour la fin. On les traitera plutôt à la fin, après Ouais, ça marche. Ok, je vois qu'il y en a qui arrivent. Okay. On passe à la suite. Donc, la question qu'on va adresser dans cette partie, c'est qu'est-ce que ces nouvelles solutions changent dans le périmètre des offres? Alors, vous avez sûrement entendu, ou vous ne voulez pas entendre, ou ça ne vous parle pas, parler d'API ou APIisation, de plateforme, d'UX, d'UI, de Large Data Volume, tous ces gros mots ou grands mots qui peuvent un peu faire peur quand on parle solutions innovantes. Et alors quand on se dit dans les achats, ça veut dire quoi et comment ça se traduit? D'un coup, on est un peu perdu. Donc on a via l'observatoire quand même toujours
comme le disait François, comme vocation de décrypter des tendances, soit, mais aussi d'expliquer pour les directions achats ce que sont les solutions, ce qu'elles font, ce qu'elles recouvrent fonctionnellement, technologiquement, et comment ils peuvent les utiliser ou se projeter dans leur utilisation. Donc on a quand même abordé cette partie technique parce qu'on sait, ou technologique, parce qu'on sait qu'elle en fait partie. Alors, est-ce que tu pourrais définir plateformisation, Maxime, s'il te plaît, puis en quoi ça remet en cause les grandes suites ou le modèle des grandes suites? Oui. Alors la plateformisation, c'est vraiment cette tendance. Tout à l'heure, on parlait de stratégie de partenariat. Alors il peut y avoir différents types de partenariats. Il y a des partenariats entre deux petites solutions, entre un gros éditeur full suite et un petit éditeur, entre un éditeur et ses clients. Donc on a une solution qu'on a analysée déjà qui s'appelle Levadata, qui est une solution américaine qui utilise les données de ses clients pour les mettre en commun pour traiter une amélioration de la gestion du risque fournisseur. Voilà, donc pour la plateformisation, c'est bien une dimension technique des solutions achats via les API. Donc quand on parle d'API oriented, de dire qu'effectivement tous les services, toutes les fonctionnalités de la solution sont traduits en API, donc c'est un langage qui expose le service et qui permet qu'il soit consommé à l'extérieur. Donc ça favorise l'interopérabilité de la solution avec le reste du paysage applicatif d'une société, parce que comme tu le mentionnais François, même si nous on s'intéresse qu'aux achats, il y a d'autres choses dans la vie. Il y a la finance, malheureusement de temps en temps. Il peut y avoir le marketing, il y a la production. Donc voilà, il y a d'autres systèmes d'information qui opèrent dans les entreprises et il faut pouvoir interagir avec. Donc le besoin d'être interopérable, et les API y participent énormément, et puis aussi d'être en échange avec d'autres solutions. Donc c'est les stratégies de partenariat dont on parlait tout à l'heure. Et par rapport aux gros éditeurs, ces stratégies de partenariat, ils ont quand même réussi, comme tous les gros, ils sont souvent pas là pour aucune raison, et ils savent rester à leur place. Ils veulent au moins conserver leur avantage. Ils ont tourné ces stratégies de partenariat, pour certains, dans une nouvelle forme de plateformisation des services. Alors, on pourrait citer Ariba et SAP via la plateforme SAP.io. On peut aussi citer Coupa, pour ceux qui connaissent Coupa, avec le Coupa Application Market, je crois, où voilà, ils hébergent des solutions plus expertes sur des plateformes et ils permettent de brancher naturellement, eux, leurs solutions full suite avec ces solutions expertes. Voilà, ce qui fait que ces solutions expertes, qui sont celles qu'on a pu voir, trouvent un débouché dans ces grandes plateformes. Alors, il faut aussi arriver à exister en dehors, donc c'est pas facile, voilà, mais c'est une tendance qu'on voit augmenter de plus en plus, et on sent très bien que cette tendance-là va être assez lourde pour la suite. Et puis la dernière partie, je suis un peu long, mais j'arrête après de répondre à ta question. La dernière partie sur la plateformisation, c'est aussi, il y a une opportunité pour les sociétés et les directions achats de se réapproprier leur paysage applicatif achat. Donc de dire, la plateforme, c'est moi qui la construis. J'attends pas qu'un éditeur full suite ou des éditeurs plus petits via des stratégies de partenariat arrivent avec des plateformes clés en main. Moi, je construis ma plateforme. J'ai un cœur finance ou un cœur achat que j'ai depuis longtemps, qui peut même être un modèle qui a été développé en interne. Et autour de ça, je vais développer des applications que je vais connecter et créer ma propre plateforme. Donc là, il y a quand même un gros travail derrière pour ça, de travailler avec sa direction informatique. Mais ce qui veut dire, en fait, pour un directeur achat, pardon là, Maxime, je te coupe, hein, Oui. je pose une question. Dans la question dont le directeur achat ou l'acheteur doit l'aborder, parce que là, j'ai bien compris l'offre, en fait, mais sur la demande, finalement, sur les acheteurs, comment est-ce qu'on l'aborde, en fait? Est-ce que c'est un menu, en fait, la plateforme, c'est un menu sur lequel, en fait, l'acheteur peut se servir et quelque part customiser, en fait, son entrée, son plat et son dessert, ou est-ce que C'est plus un peu, alors c'est une carte imposée, je dirais. On construit sa carte. On n'est pas, on se dit, finalement, le menu qu'on a pu voir dans tel ou tel restaurant ne nous plaît pas, et on fait notre menu interne avec, effectivement, on choisit si on met 2 entrées et pas de dessert, ou 2 desserts parce qu'on est plutôt sucré et pas d'entrée. Donc on choisit effectivement ce qu'on peut mettre dessus. Pareil, on pourrait donner un exemple si la gestion des contrats et des risques fournisseurs est quelque chose d'important, on pourrait choisir
de densifier une solution achat qu'on a, d'une solution type Scion Lab, par exemple pour les contrats, qui est une solution très experte sur la partie CLM, et prendre Risk Method sur la gestion des risques, parce qu'on a besoin d'aller beaucoup plus en profondeur et beaucoup plus loin qu'un module risque classique d'une full suite. Voilà. Donc ça, c'est vraiment finalement une stratégie qui est à la main des directions achats et même plus globalement d'une entreprise, de dire, bah voilà, moi je vais choisir où j'ai envie de mettre le curseur et de le placer. Après, il y a des impacts à ce choix, Anthony, c'est qu'effectivement les impacts, ça veut dire il faut travailler en proximité avec la DSI. Et le deuxième impact important, c'est qu'il faut aussi avoir les moyens de faire ce choix. Voilà. Donc, pour faire ce choix, ça veut dire au sein de la direction achat d'avoir des gens qui sont plus enclins à comprendre ces nouvelles technologies, qui vont comprendre la gestion des données. Quand on parle là, on mettait le point 4, que les données aujourd'hui sont primordiales pour pouvoir gérer tout ça. Voilà. Donc, Anthony a un problème technique, apparemment, il nous a quittés momentanément. Donc, on va continuer. Enchaîner, Maxime. J'avais une question sur, tu as abordé tout à l'heure la notion du UX, UI, expérience utilisateur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment c'est pris en compte justement dans ces solutions, dans tous ces systèmes d'information? C'est pris en compte vraiment de manière très forte, c'est comme on disait, par les éditeurs qui sont très concentrés là-dessus et qui vont travailler sur l'UX, donc la user experience, vraiment sur l'interface homme-machine. Donc, c'est de faire des choses les plus simples possibles, qui s'approchent de ce qu'on peut avoir comme expérience quand on est. Alors, tout le monde a vu maintenant, ça fait quand même quelques années, quand on a des paniers d'achat, on dit qu'on a du Amazon-like. Donc, on peut avoir des pages où quand on va faire des demandes d'achat, on les fait comme si on était dans une page Amazon et qu'on choisisse soi-même et qu'on mette dans un panier les produits qu'on souhaite acheter. Mais ça va un peu plus loin maintenant, c'est qu'on essaye de simplifier énormément, aussi d'envisager que certaines activités, comme tu signalais tout à l'heure, tu parlais de mobilité, puissent être déportées sur des terminaux mobiles. On sait très bien, et Anthony en est l'exemple, qu'on peut être en déplacement en Espagne, en Angleterre, et pour autant, l'activité ne s'arrête pas. Et on a besoin potentiellement de pouvoir faire la fin d'un processus d'onboarding fournisseur ou de sourcing sur un téléphone mobile ou sur une tablette. Il faut forcément que les choses soient très portables, soient très accessibles et soient assez simples en termes de gestuelle métier, qu'on n'ait pas 25 boutons ou menus à parcourir avant de pouvoir réaliser quelque chose. Donc là, il y a une grosse simplification. C'est pour ça que la partie UX, elle travaille énormément aussi finalement sur la donnée derrière. Il faut que la donnée elle soit pertinente, qu'elle soit simple à utiliser et fiable, parce que sinon c'est un peu lourd. Et sur la partie UI, c'est le côté quand on a parlé des stratégies d'API, là pour le coup c'est ça qui facilite énormément l'intégration dans le système actuel ou dans des systèmes qu'on verra en partenariat. Donc c'est bien les deux, vraiment les éditeurs mettent beaucoup de leurs efforts dessus. Dans les 12 solutions qu'on a vues, ils ont tous fait des levées de fonds, plus ou moins. Il n'y en a que quelques-uns qui en font quasiment pas, mais des levées de fonds qui sont autour de plus de 10 millions de dollars chacun. Voilà, donc c'est quand même important. Alors, c'est pas forcément en une série, c'est sur 2-3 séries. Ça leur permet quand même d'engager tous ces travaux-là. C'est pas que pour engager des travaux de marketing et de force commerciale. Donc, faut voir ça quand même. Ça reste des efforts consistants et conséquents, mais ils ont les moyens de les faire et ils sont très, très concentrés dessus. Je vais passer Juste, Maxime, si je peux me permettre, en fait, je voulais juste rebondir en témoignant sur le besoin d'avoir accès à l'information et à une ergonomie développée pour les acheteurs. On est tout simplement un métier nomade, donc très régulièrement en déplacement. Alors, comme je le disais, je suis un bon exemple. Là, je suis en Espagne, je suis très souvent étranger, très souvent en déplacement, très souvent chez mes fournisseurs également. Et pour autant, on doit prendre des décisions, notamment vu le contexte marché, on le connaît tous depuis 18 mois maintenant. On doit connaître l'information en temps réel et on a réellement besoin en fait d'avoir une simplicité à l'accès à l'information. C'est vraiment le sujet clé, en tout cas sur les marchés sur lesquels moi j'interviens aujourd'hui, en fait, une information simple à décoder, à traiter et voire même de pouvoir prendre des décisions, valider des éléments en fait depuis mon téléphone. C'est pour ça que là, dans le
Sur le quatrième point, quand tu dis data driven, quand on dit que les données c'est important, il faut que ça soit consolidé en temps réel. Je pense que c'est ça aussi qui peut t'aider, Anthony, dans la prise de décision, c'est que les données soient pas, il n'y a pas besoin d'attendre 24 heures pour avoir une consolidation des données qu'on a pu collecter sur 5 fournisseurs, mais qu'on puisse rapidement avoir les choses. Et vu que tu as pris la parole, tu vas pouvoir la garder, Anthony. Très bien. On avait la question de qu'est-ce que ces solutions achats innovantes apportent de nouveau pour le métier des acheteurs et je crois que tu avais des éléments de réponse à nous fournir. Ok, très bien. Je pense que le premier point, c'est quand même de remercier l'ensemble de l'équipe Sirius qui travaille pour nous, pour les acheteurs, parce que quelque part, vous faites notre job d'une certaine manière, c'est-à-dire que vous screenez le marché, vous l'évaluez de manière objective, avec l'ensemble, on va dire, des sources que tu évoquais tout à l'heure, Maxime, en fait, ou François, pardon, qui est extrêmement intéressante. On n'est pas uniquement sur une information fournie par les providers ou les éditeurs, mais en fait des recherches d'informations objectives sur le marché. Donc on a besoin de ça. Alors ce que vous voyez sur l'écran, en fait, c'est une phrase que j'avais évoquée. En tout cas, c'est un point que j'avais évoqué lors d'une conférence à Audencia sur le même thème. Qui est clairement en fait le reflet de ce qu'on ressent quand même beaucoup de directeurs achats avec qui j'échange, c'est qu'on a aujourd'hui une profusion d'offres qui est même extrême en fait et qui est assez impressionnante. Et pour autant, il y a un paradoxe, c'est que les directeurs achats, en tout cas les décideurs achats, en fait, sont aussi perdus face à cette profusion d'outils, d'offres, de solutions. Il faut aussi avouer qu'il y a un marketing en fait qui est extrêmement puissant et que j'ai moi-même personnellement, en fait, pour Upsnap ou même pour mes expériences précédentes, j'ai rencontré beaucoup d'éditeurs qui avaient la solution magique à tous mes problèmes. Évidemment, en fait, l'objectivité, on a besoin en fait de l'avoir, on a besoin de prendre du recul. Et donc là, ce que je veux dire, c'est que l'observateur Sirius, en fait, il permet vraiment de décoder. Alors, évidemment, on est sur un premier panel, en fait, qui une douzaine de startups très prometteuses, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'il vient décoder sur des tendances de fond qui viennent adresser des problématiques pour les directeurs achats. Donc, on a besoin de clarté sur le paysage, d'avoir des analyses objectives. Vous avez remarqué, j'ai dit 3 fois objectif, c'est pas pour rien. C'est qu'on a vraiment besoin de cette vue indépendante qui nous permet de mieux appréhender l'offre sur le marché. Donc ça, c'est vraiment le point majeur, la profusion, la diversité et l'objectivité. La deuxième chose, c'est que quelque part, quand on a cette profondeur ou cette largeur d'offres, c'est extrêmement difficile de pouvoir se resituer par rapport à ses propres besoins. Parce que finalement, c'est un peu la pelote de laine. Vous allez parler de risk management avec un prestataire et puis il va vous amener en fait sur du SRM, sur le contract management, etc. Finalement, on a du mal à savoir quel est son cœur de métier. On a du mal à savoir si ces solutions vont répondre à nos besoins. Et là encore, on a en tant que décideur achat, en tout cas, un vrai besoin d'avoir une vision claire et précise des compétences respectives, des avantages différenciants en fait de chaque prestataire et surtout le plus important, c'est savoir si ça correspond à nos besoins. Et c'est quand même cette grande difficulté qui est aujourd'hui d'être sur, de travailler sur les systèmes achats. Beaucoup d'entreprises encore ont une gestion, on va dire, difficile en fait de la data. La data est complexe à manager, elle est très évolutive dans un monde incertain. Donc l'expression de besoin en elle-même n'est pas évidente. Donc il est aussi important d'avoir des repères en fait sur le marché qui permettent de pouvoir se positionner, de se dire tiens, ce bloc-là me correspond, cette prestation-là me correspond, peut-être que cette architecture en fait complète correspond aux besoins. Aujourd'hui, c'est un premier exercice en fait qui est déjà très difficile à faire. Non, justement, Anthony, là, comment les évaluer ces besoins là pour vous orienter mieux vers des solutions les plus adaptées? Parlez-nous. Parlez-nous. Non, mais je pense que première chose, c'est rien de nouveau en fait un échange, un interview en fait avec les décideurs achats sur leurs propres besoins qui sont à nouveau évolutifs. Ce que je disais en fait il y a un an en fait n'est plus valable en fait, mais ça a beaucoup évolué. Donc il faut garder une connexion, il faut avoir un échange direct et ouvert. Et quelque part en fait il y a un diagnostic médical à poser qui est de vraiment comprendre tu as mal, mais sais-tu où tu as mal clairement et surtout est-ce que je dois te proposer un pansement ou est-ce que je te propose un vaccin? Loin de moi l'idée de faire la politique ou autre, mais c'est juste pour bien comprendre en fait les temps de proposition. Mais il est clair qu'on retrouve des fois des diagnostics un peu rapides
avec une méconnaissance du métier, clairement, c'est ce qu'on comprend, et donc des solutions qui sont inadaptées, et des fois beaucoup trop lourdes à gérer, ou alors complètement à côté de la plaque. Donc la première chose, pour moi, c'est interviewer en fait et essayer de comprendre finement le besoin métier et surtout l'évolution du business de l'entreprise. Les achats n'agissent pas seuls, on est sur une fonction stratégique complètement corrélée avec les autres métiers, et on a besoin de comprendre quelle est l'intégration dans la stratégie de l'entreprise. Okay. Moi, j'avais, en t'écoutant, Anthony, je me posais la question. On voit bien qu'il y a besoin que l'Observatoire, et c'est bien des souhaits qu'on a à l'avenir, hein, de se rapprocher au plus près des décideurs achats, et pas être que dans l'interview des éditeurs en eux-mêmes, mais aussi dans un feedback des décideurs achats sur les solutions pour croiser ces regards. Ça fait partie du modèle. Alors, c'est sûr qu'on était sur la première version, sur le premier cru, donc on espère que les autres s'enrichiront de cette dimension-là. C'est bien notre souhait. C'est une petite mécanique à mettre en place. Par contre, c'était dans l'autre sens, comment on peut percevoir aussi au sein d'une direction achat, sur la base des informations de ces solutions innovantes qui apparaissent sur le marché, le besoin de changer aussi leur utilisation du SI achat par l'ensemble des acteurs d'une direction achat, parce on voit bien que les solutions permettent des choses, mais est-ce que, et tu le mentionnais tout à l'heure François, on sort un peu on utilise Excel parce que Excel c'est simple, c'est fluide, c'est toujours sur le portable, ça, ou sur le PC, ça plante pas. Voilà, on a l'habitude. Comment on peut aussi modifier un peu l'utilisation des SI achats des acheteurs pour être sûr que demain ces solutions innovantes servent vraiment en fait? Je pense qu'il y avait une partie de la réponse dans la question aussi. On se compare toujours à Excel. Enfin, on va pas se dire. Je pense que c'est comme le point de référence en fait, puisque c'est l'outil aujourd'hui qui n'a toujours pas été détrôné de manière générale. Il y a des entreprises en fait qui sont écartées d'Excel, mais je ne connais personne aujourd'hui, en tout cas dans mon réseau personnel, qui ne travaille pas sur Excel. Et ce, malgré le fait d'avoir des outils à côté. Donc, la vraie question, c'est comment concurrencer Excel, et comment avoir des outils aussi performants. Je pense que la première chose, c'est d'avoir des outils déjà qui soient évolutifs en fonction des besoins. Ça, c'est aussi la grande difficulté, et je pense que c'est le grand challenge en fait de l'ensemble des éditeurs, c'est que nos problématiques évoluent tous les jours. À nouveau, évidemment, on a la crise des matières premières, on a la crise en fait, une crise géopolitique aussi sans précédent, on est vraiment incertain, et donc nos besoins évoluent en permanence. Et donc, il faut également aussi là pouvoir trouver en fait des solutions pour garder quelque part une forme de baromètre, une forme de suivi. Encore, je vais prendre l'image peut-être aussi je vais reprendre l'image du diagnostic médical, mais d'avoir un contrôle de suivi aussi pour savoir si les outils proposés en fait répondent bien aux besoins qui eux-mêmes évoluent. Donc, ça veut dire aussi des fonctionnalités en fait qui soient dynamiques. Donc ça, c'est un point qui est important. Après, je pense que je me permettrai aussi un commentaire sur les acheteurs. Je pense qu'aussi, quand on regarde en fait l'ensemble des technologies proposées, il y a quand même énormément de changements. Il y a quand même une information beaucoup plus rapide, ce qui est très plaisant de prime abord, mais ce qui peut être aussi très perturbant et déconcertant. On n'a pas non plus une population achat en fait qui a uniquement 20 ans, pour faire très simple en fait, et qui sort de l'école en fait et qui fait partie de ces générations calibrées en fait et qui est naturellement en fait en digital. Donc il y a aussi tout un accompagnement à avoir en fait, et c'est un sujet d'ailleurs qu'on évoque très régulièrement au CNA sur la transformation du métier achat. L'offre qui est aujourd'hui proposée, elle répond à des besoins, ou elle va même en fait aller au-delà des besoins, mais elle va aussi entraîner en fait un besoin impérieux de pouvoir faire évoluer les compétences des acheteurs. Ça, c'est aussi un point important qu'il faut souligner, et je pense que l'Observatoire Sirius en fait doit s'y intéresser. C'est le thème de l'université des achats la semaine prochaine. C'est un très bon teasing, Maxime. Merci. Je vous propose de passer, parce que le temps file. Alors, en plus, vous avez quelques questions qui ont été posées, donc on passe à un message qu'on voulait vous délivrer sur la fin de notre webinaire, en termes de conclusion, qui est ce qu'on a pu aussi voir à travers le baromètre 2021, c'est l'émergence d'un modèle hybride. Alors, on n'est pas les seuls à l'avoir vu, mais sur tous les échanges qu'on a eu avec les éditeurs, avec effectivement certains acteurs achats, on a la chance d'échanger avec Anthony, mais avec d'autres personnes, et voilà, autour de nous, dans nos écosystèmes. Ce modèle-là, on le voit comme étant un modèle qui va se développer ou qui est
un modèle de développement possible, s'il n'est pas encore en cours de développement, un modèle de développement possible pour la plupart des structures achats, avec un cœur qui serait vraiment autour d'une full suite, donc en tant que colonne vertébrale du SI achat. Alors que ce soit une full suite 13 achats, les grands noms, les Evalua, les Jagger, les Coupa, les Signer Trade, ou que ce soit une solution type SAP avec donc un ERP plus finance avec un module achat, alors Ariba ou voilà, qui le complète. Et puis en dessous, des pétales de type best of breed pour utiliser des gros mots de consultant en anglais, mais des solutions expertes qui viennent compléter ce cœur afin d'aller plus en profondeur sur certaines verticales métiers et des solutions qu'on a pu voir dans notre première édition qui sont très orientées sur certains marchés. Je vous parlais tout à l'heure de l'Evadata sur les échanges d'informations qu'ils faisaient sur les risques fournisseurs. C'est beaucoup autour du marché des composants électroniques, voilà, sur le marché européen, mais sur le marché mondial. Voilà, si on est dans l'agroalimentaire, c'est moins intéressant cette solution-là, mais sur ce type de marché, quand on est une direction achat qui travaille pour une société qui fait des composants électroniques, bah, c'est peut-être une solution à regarder, donc sur des verticales métiers, ou des solutions expertes qui permettent d'être un accélérateur sur certains sujets. Voilà, donc on commence à identifier, j'en sais rien, une dimension contrat, ben on prend une solution experte en CLM, parce que ça nous permet d'aller beaucoup plus loin dans la gestion qu'on a avec nos fournisseurs, parce qu'on passe à une autre étape de ces relations. Au milieu de ce système hybride, il y a les deux tendances, hein, la logique de best of breed complète. Bah, ça, c'est pour des directions achats qui veulent aller très très en profondeur ou très très vite sur un secteur et qui partiraient de pas grand-chose, voilà, qui ne seraient pas trop équipés ou avec des systèmes anciens. Et à l'encontre, une logique full suite, la plus complète possible. Là, c'est pour des entreprises qui sont plus structurées et surtout en termes de processus, avec une maturité des processus et de la fonction achat qui leur permettent d'aller beaucoup plus loin avec un outil qui couvre toutes les dimensions. Donc ça, c'est vraiment une des schématisations qu'on a pu avoir à l'issue de cette première observation via le baromètre Sirius, où on espère qu'on en aura d'autres. Voilà, les années à venir. On va traiter vos questions. Il nous reste en gros 5 minutes. On ne pourra pas traiter toutes les questions. Donc, par anticipation, je vous remercie tous déjà de votre participation. Voilà, donc on va prendre quelques questions. Ouais, du coup, Maxime, par rapport à ta dernière intervention là, sur la suite de l'Observatoire Sirius, il y avait une question sur le sujet. Oui. Dimitri. Alors, si je peux en dire deux mots, voilà, donc la première phase est bientôt terminée par ce webinaire. On va vous diffuser le livre blanc qu'on a rédigé sur ce sujet, avec ses conclusions. Vous aurez le temps d'aller un peu plus en profondeur de ce livre. Et donc, pour 2022-2023, on est dans une seconde phase de collecte de données. Donc, on a démarré avec une vingtaine d'éditeurs en complétant, en élargissant un petit peu le champ d'investigation. Donc, on procède par RFI. Donc, d'abord, on les questionne sur les trois dimensions dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, on fait des interviews de ces éditeurs. Et ensuite, on complète avec des interviews d'experts. Et cette année, on va faire des interviews d'utilisateurs, donc d'utilisateurs-acheteurs qui maîtrisent, enfin, du moins, qui utilisent ces solutions au quotidien. Donc, ça, c'est pour 2022-2023. Voilà. Et comme on a dit au début, ça va être une pompe à amorcer. Et puis, on va faire une continuité dans le temps. Et ça répond un peu à la question, je crois, de Thierry, pourquoi pas de SRM ou de RP. On a pris 12 solutions. L'idée, c'est chaque année d'élargir le spectre des solutions qu'on analyse et d'être de plus en plus couvrant. Alors, dans les solutions qu'on a vues, il y en a qui couvrent la partie SRM pure et il y en a qui peuvent être assez proches. Une solution comme Axiscope a un spectre assez large. Voilà. Donc, on peut se dire qu'on espère qu'on sera de plus en plus représentatif. Je crois que c'était aussi un des points, je crois, cité par Maurice sur la représentativité des solutions abordées. Il posait aussi une question, tendance similaire, marché achat privé, achat public. On n'a pas fait cette dichotomie dans les analyses. Voilà, on pourra la faire. Il y en a d'autres qui arrivent l'année prochaine. François a commencé à lever le voile et je ne veux pas tout lever, mais vous vous doutez bien qu'il y a des dimensions type RSE ou autres qui seront plus et mieux abordées. Voilà.
Peut-être pour répondre à Geoffroy, moi j'avais juste sur le cloud, sur la sécurisation des données sensibles, sans rentrer dans un débat de technicien, on peut être sur une solution cloud. Alors il y a du multitenant et du monotenant. Juste pour aller un peu plus loin, le multitenant, c'est qu'on partage la même instance cloud avec d'autres clients de l'éditeur, et du monotenant, c'est qu'on est tout seul dessus. Et on peut même être sur du multitenant avec une base dédiée. Donc voilà, on a toutes les options qui permettent de garantir une certaine sécurité des données sensibles. Après, oui, c'est des données qui sont hébergées à l'extérieur de l'entreprise. De ma petite expérience, je vais mettre des grosses guillemets autour petite parce qu'elle commence à être pas vraiment petite, hein, mais même quand on héberge soi-même ces données, elles sont pas plus sécurisées. Moi, j'ai vu des grands groupes français où il y a eu des pertes de données sur des data centers dont ils étaient administrateurs. Alors, vous avez peut-être tous en tête des épisodes type OVH où il y a des data centers qui brûlent à Strasbourg, mais globalement, c'est pas parce que les données sont hébergées ailleurs qu'elles sont beaucoup plus accessibles. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? C'est à peu près tout. Sur les stratégies de croissance qu'on observait chez les petits éditeurs, oui, j'en ai parlé tout à l'heure sur les levées de fonds. Non, après, une remarque une question de Maurice, est-ce qu'on peut considérer qu'innovation égale start-up? Quand on parle, nous, innovation, c'est pas que des startups. Les sociétés qu'on a vues, il y en a des petites qui sont encore peut-être en train de se transformer en licorne. Il y en a d'autres qui sont déjà établies. Hein, donc, elles sont pas toutes. Il y en a certaines, même si elles lèvent des fonds, elles ont déjà une certaine consistance sur le marché. Elles existent depuis 10 ans. Et il y en a qui font Sirion Lab en Inde. Je crois qu'ils sont près de 500 employés. Donc, c'est pas, on a dépassé un peu le cadre de la petite start-up. Donc, voilà. Donc, quand on vous parle de solutions innovantes, c'est pas que des petites entreprises de 10 personnes qui ont décidé de développer un modèle technique ou fonctionnel dans leur coin. Ça peut être aussi des sociétés établies et avec lesquelles travailler n'est pas un problème pour des directions achats dans l'avenir. Voilà. C'est aussi ce qu'on voulait vous faire passer comme message. Ouais, Maxime, je pense sur la décarbonation, on en a parlé, on verra surtout ça en 2022 et ça va être le moment de se quitter. Donc on vous remercie tous. Merci Anthony et François de m'avoir accompagné. Et comme le disait François, vous recevrez d'ici quelques jours, je ne dis pas quelques heures, mais quelques jours, ça devrait pas trop tarder, le lien pour télécharger le livre blanc par email. Voilà. Et vous aurez de quoi nous contacter si vous avez besoin sur ce livre blanc pour nous poser d'autres questions complémentaires auxquelles on sera ravis de répondre. Voilà. Et on sent qu'il y a des gens qui veulent participer à l'avenir, François, à ce baromètre, c'est bien. On va garder les noms. Merci à tous, merci de votre participation. Merci. Maxime, merci Anthony. Merci. Au revoir. Au revoir.